Ça se lance. Et c'est parti. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à Alexandre Grandfort, qui est une des figures emblématiques du machine learning, de se joindre à nous pour aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez sûrement, donc, qui est un des co-créateurs de Scikit-learn. Donc, on aura donc Alexandre et Victor qui vont nous présenter chacun un sujet. Donc, je vous reparlerai un peu plus en détail juste après. Et donc, juste un petit mot sur Equinox aussi avant de démarrer. Donc, je vais pas forcément vous pitcher toute la boîte. Je pense que vous aurez tout ce qu'il faut pour trouver plus d'informations à travers notre site ou notre blog aussi, sur lequel il y a quelques articles donc, sur le machine learning et sur software engineering. Simplement, donc, le mot que je voulais dire, c'est ça nous tient beaucoup à cœur le partage. On le fait beaucoup en interne. Et donc, les keynotes, c'est le moment qu'on choisit, le moment privilégié pour partager aussi avec l'extérieur, donc avec vous aujourd'hui. Donc, je redis à nouveau, donc, cette session est enregistrée, pourra être diffusée, donc n'hésitez pas à désactiver vos caméras s'il y a une gêne ou à nous envoyer donc, un mail si besoin. Donc, justement sur le partage, donc qu'est-ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui? Donc, deux sujets. Donc, Alexandre qui va nous présenter l'évolution de l'écosystème des outils de machine learning, et Victor, donc Notebook, Jupyter ou IDE, faut-il vraiment choisir? Pour ces deux sessions, on va la structurer de la manière suivante. On va essayer de se limiter à 40 minutes à peu près sur la présentation formelle. Et ensuite, on va se réserver donc 10 ou 15 minutes pour des questions-réponses. Pour les questions-réponses, comme en fait on est beaucoup aujourd'hui, ce qu'on va privilégier, si ça convient à tout le monde, c'est plutôt des questions par écrit. Et donc on essaiera de répondre à toutes les questions, mais si il y a trop de questions, donc on en sélectionnera quelques-unes, et donc bien malgré nous, mais donc on fera le choix de certaines questions en faveur d'autres. Et donc un dernier mot avant de se lancer, pour vous dire, pour ceux qui doivent regagner leur travail à 14h, donc qui ne souhaiteraient pas forcément rester jusqu'à 15h, c'est bien dommage parce que le sujet de Victor est excellent. En tout cas, nous, on a assisté à la répète, on a adoré. Donc, si vous pouvez juste attendre un tout petit peu après l'intervention d'Alexandre, parce que donc on a une annonce à vous faire sur quelque chose qui sûrement vous intéressera. Donc, ne fuyez pas après l'intervention d'Alexandre, même si je peux comprendre que ça pourrait être la raison de votre présence aujourd'hui. Et puis, donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente Equinote. Et sur la session d'Alexandre, ça sera donc Victor qui fera la facilitation. Merci à tous, bonne Equinote. Tu peux y aller, je pense, Alexandre. Je peux y aller. Je ne savais pas si, Victor, tu voulais dire un petit mot. Mais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation et puis pour la gentille introduction qui m'a mis un peu de pression. Mais du coup, je vais essayer de raconter une histoire qui est celle de Scikit-learn et puis d'illustrer ça un peu avec l'évolution de l'écosystème. Et donc, si on fait ça, est-ce que ça marche? Oui. On va essayer de mettre en plein écran. Voilà, alors je pense que vous ne voyez pas le bon écran. Bon, c'était sûr que le problème des doubles écrans, excusez-moi, on aurait dû essayer avant. Hop. Voilà. Le souci du direct. OK. Du coup, donc,
je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de Scikit-learn, mais peut-être de parsemer ça d'un certain nombre de messages et puis de mettre ça en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'écosystème. Et puis voilà, je vous invite à réagir après et poser vos questions au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai un peu renommé la présentation en le passé, le présent et le futur de Scikit-learn à travers l'écosystème et voilà, à peu près tout. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'imagine peut-être pas grand monde aujourd'hui, Scikit-learn c'est un software de machine learning qui existe depuis plus de 10 ans maintenant et qui a pris une grosse place dans l'écosystème. Et donc vous avez ici la front page de la documentation. Donc, si on commence un petit peu par l'impact du projet et qu'on regarde un peu quelques chiffres pour se rendre compte aujourd'hui de la place que ça a pris avant peut-être de comprendre pourquoi on en est arrivé là et quelles ont été les raisons du succès de ce projet. Donc ça, c'est un chiffre qui a été pris il n'y a pas très longtemps sur le site qu'on utilise pour monitorer l'utilisation de Scikit-learn dans le monde. Donc voilà, donc ça c'est le nombre de visiteurs mensuels récurrents, donc des gens qui viennent plusieurs fois dans le mois sur le site de Scikit-learn pour consulter la documentation, donc les API, les exemples. Donc on a à peu près, donc maintenant on est au-dessus du million d'utilisateurs récurrents. Et le nombre de pages vues sur le site de Scikit-learn, ça se compte presque à peu près en 100 millions de pages vues par an. Il y a quelques années, on avait fait une étude pour essayer de comprendre qui étaient les utilisateurs de Scikit-learn. Et ça peut peut-être étonner un certain nombre de personnes dans cette audience, mais vous vous rendez compte à gauche qu'il y a à peu près 50% des utilisateurs Scikit-learn qui étaient sous Windows et beaucoup d'utilisateurs qui sont dans l'industrie. Peut-être je reviens sur l'aspect Windows, c'est quelque chose que, bien qu'il n'y ait historiquement aucun des core dev de Scikit-learn qui travaille sous Windows, c'est une communauté et un OS qui n'a jamais été négligé dans les choix techniques. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui aujourd'hui utilisent Windows pour plein de raisons. D'un point de vue académique, donc moi je suis directeur de recherche à l'INRIA, donc mon boulot c'est de former des doctorants, des chercheurs et de publier, de faire avancer la recherche académique. Et il se trouve que je le fais beaucoup en développant des outils logiciels open source comme Scikit-learn ou d'autres que je ne couvrirai pas aujourd'hui. Mais quelque part, moi, mon facteur clé de succès et ma mesure de performance en tant que chercheur, c'est le nombre de citations que mes travaux peuvent obtenir. Et donc aujourd'hui, Scikit-learn, c'est plus de 40 000 citations en 8 ans. C'est assez colossal. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est que ce logiciel est utilisé beaucoup plus loin que dans la communauté de machine learning, donc c'est-à-dire beaucoup plus loin que par des informaticiens. C'est énormément cité et utilisé dans des applications scientifiques, en physique, en chimie, en neurosciences, en biologie. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, en gros, me rend extrêmement fier parce que ça veut dire que le travail qu'on fait sert à avancer les sciences expérimentales, qui a été aussi pour nous à l'origine de ce projet-là. Voilà. Donc, petit outline de ce que je voudrais vous montrer, c'est finalement quelles sont les choses qui font qu'un projet open source et qu'un écosystème peut se construire et se consolider et avoir un futur. Je vous montrerai aussi quelques petits trucs qui se passent en ce moment dans le développement du projet. Et puis, on verra à la fin comment est-ce que ça s'insère par rapport aux initiatives qu'il y a pu avoir dans cet écosystème depuis 5-6 ans. Donc, si on commence par le début, on va dire l'âge de l'enfance. Donc, Scikit-learn, ça, c'est des photos historiques de 2010. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui reconnaissent quelques visages. Ça venait des locaux de l'INRIA à Saclay. Voilà, donc ça a été commencé, je dirais, par des codes sprint, en essayant de mettre du code un petit peu ensemble et de faire de la glue pour créer un noyau qui servirait après à faire du machine learning. Donc ça a commencé dans une équipe INRIA qui s'appelle l'équipe pariétale à laquelle j'appartiens aujourd'hui. Et cette équipe pariétale, son logo, c'est un cerveau. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse, c'est de traiter des problèmes de neurosciences.
Donc, les données que ça traite, c'est des images, par exemple, comme ça. C'est des images d'imagerie d'activation fonctionnelle. Et vous dites, bah, pourquoi est-ce qu'on fait du machine learning pour traiter de données comme ça? Et il se trouve qu'il y a, je dirais, 10-11 ans, il y avait une grosse tendance à faire du machine learning pour faire du prédictif à partir d'imagerie fonctionnelle comme ça. Et donc, ça, c'est une vidéo qui vient du labo de Jacques Galante à Berkeley, qui est quelque chose qui vous donne une idée de ce qu'on essayait de faire et les travaux de recherche qu'on cherchait à mener. Donc ça, c'est des vidéos YouTube qui sont présentées à des gens dans les scanners d'IRM. Et ce que vous avez à droite, c'est ce qu'un ordinateur qui est basé sur de l'apprentissage va prédire sur ce que la personne est en train de regarder. Donc, vous lui donnez en entrée X vos features, c'est l'IRM fonctionnel, et votre Y, c'est l'image qui est produite. Et voilà. Et aujourd'hui, les gens ont continué à faire des choses comme ça avec des GAN et d'autres systèmes de génération d'images. Mais voilà, c'est un peu, ça vous donne l'idée de ce qu'on essayait de faire, finalement, essayer de faire du machine learning et des outils pour prédire à partir de l'activation cérébrale. Donc, pourquoi est-ce que cette initiative a fonctionné et quels étaient un peu les facteurs clés de succès d'un projet open source comme Scikit-learn? Je vais énumérer un certain nombre de raisons. Alors, en tant qu'un fervent défenseur de Python, je vais commencer par 0. Donc, la raison 0 de tout ça, on va dire, c'est l'API. L'API de Scikit-learn, elle est délibérément extrêmement minimaliste. Elle est consistante. Et donc, ce que vous avez ici, c'est l'instanciation d'un modèle. On va fitter un modèle sur des données de train. Éventuellement, on va le faire avec une technique en ligne. Et à la fin, on va prédire avec predict et transform. Donc, quelque part, si vous dites à quelqu'un d'utiliser Scikit-learn, c'est comprendre fit, predict, transform sur un modèle. Et ça, c'est la base. Ça s'explique bien, ça se lit bien. Et finalement, ça a certaines limitations, mais qui sont très nettement inférieures à l'avantage qu'a une API aussi simple que ça. Et finalement, on peut faire rentrer beaucoup de choses dans cette API. Ça, c'est une illustration historique qu'on avait sur le site de la doc de Scikit-learn. C'est en gros, fait de la reconnaissance de digits sur des images en 10 lignes de code. Donc, pour montrer aux gens que c'était facile de faire de l'apprentissage, eh ben, on leur disait, ben voilà, vous copiez ces 10 lignes, vous appuyez sur Entrée, ça va loader les données sur le disque, ça va fitter le modèle et ça va afficher. Donc, les gens une fois qu'ils avaient fait un pip install de Scikit-learn, ils collaient ces 10 lignes dans un terminal, dans un interpréteur, et ils obtenaient ces résultats-là. Et donc, quelque part, voilà, c'était très facile de commencer. Le getting started était vraiment trivial. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans Scikit-learn, vous avez ces petites images, ces digits minimalistes, de façon à pouvoir faire que ces exemples nécessitent de télécharger aucun dataset, que ça marche sur n'importe quelle machine, y compris si vous avez une connexion Internet extrêmement lente. Cette API, elle a été copiée un certain nombre de fois et elle continue à l'être dans l'écosystème. Donc ça, c'est la version, l'API Scikit-learn de XGBoost que vous avez ici illustré. Donc un XGBoost classifier qui fait un fit et un predict. Vous avez ici, à l'époque dans TensorFlow, un truc qui s'appelait skFlow qui permettait de faire comme du Scikit-learn avec du TensorFlow, avec un fit et un predict. Et historiquement, dans Spark, vous aviez aussi des choses un peu similaires. Donc, vous avez en gros le train test split de Scikit-learn ici qui s'appelle random split. Donc là, on a changé de langage, donc on n'utilise pas forcément les mêmes conventions de nommage de fonctions. Toutefois, vous avez quand même le fit et le transform. Donc, quelque part, Scikit-learn a donné un peu les règles du jeu d'une API de machine learning. C'est fit, predict, transform. Il n'y a pas de train ou je ne sais quoi d'autre. C'est voilà, fit, transform. Et ça, c'est ce que tout le monde comprend aujourd'hui. Et aujourd'hui, autour de PyTorch, vous avez quelque chose qui s'appelle Scorch, qui vous permet de faire des modèles qui respectent des API de Scikit-learn par-dessus PyTorch. Donc là, vous créez votre module PyTorch ici, et vous faites un neural net classifier. Vous lui donnez le module que vous définissez, donc c'est un module au sens de PyTorch, un nombre d'époques, une learning rate. Vous pouvez éventuellement spécifier des optimiseurs. Vous voyez que vous avez le dunder, le double underscore de l'API de Scikit-learn qui ressort. Et à la fin, vous faites un fit predict. Ici, c'est un predict proba. Et vous vous rendez compte que Scikit-learn a été proposé par des Français parce qu'on a appelé ça proba et pas prob. Donc les Américains trouvent ça toujours bizarre qu'on appelle ça predict proba et pas predict prob. Ça, c'est
Voilà, petite note historique de français. Donc ça, c'est la raison 0, illustrée en plus en parallèle avec ce qui existe aujourd'hui dans l'écosystème. La raison 1 aussi, c'était maintenant d'avoir un scope qui est relativement vaste et de couvrir finalement ce que les gens attendraient d'un toolkit de machine learning. Alors bien sûr, sans couvrir l'exhaustivité de ce qui existe dans les publications de machine learning, pour lequel ça devient complètement délirant le volume que ça représente. Mais quelque part, on avait des méthodes de classification de base, comme du K-means, des choses non linéaires, comme voilà, des choses qui étaient capables de capturer des clusters qui étaient, comme ici, vous avez le mean shift ou spectral clustering qui permettait de capturer des clusters qui étaient, je dirais, pas basés sur des blobs. Et puis, plus tard, DBScan ou Birch ont été introduits. Et donc, on a essayé de couvrir un peu les différentes grandes catégories d'algos en essayant de travailler sur les implémentations pour que chacun de ces algos soit bien implémenté. Ça, c'était pour le clustering. Pour la classif, historiquement, c'est pareil, que ce soit des modèles de nearest neighbor de base, des classifieurs SVM linéaires, non linéaires, des decision trees ou des random forests. Voilà, c'est des choses qui ont été ajoutées au fur et à mesure. Et après, au cours du temps, on a englobé d'autres use cases, donc la détection d'anomalies, la détection d'outliers, la détection de novelty, de nouveautés. Tout ça, ça rentre dans le thème de ce que j'appelle la détection d'anomalies ou de nouveautés. Il y a eu différentes algos qui ont été rajoutés. Donc, les premiers étaient la covariance robuste, donc essayer d'approximer votre nuage de points avec une covariance. Et en gros, tout ce qui va sortir de la masse principale de la covariance va être considéré comme des anomalies ou des outliers. Des versions non linéaires comme basées sur des SVM, qu'on a eu aussi assez tôt grâce à l'IBSVM. Et puis plus tard, des choses qui ont émergé comme vraiment été des standards dans le monde académique, comme l'isolation forest ou le LOF, qui sont plutôt ici basés sur des arbres de décision et ici basés sur des techniques de plus proches voisins. Si j'enchaîne avec du coup la raison 2, c'était que le scope de scikit-learn et le scope d'un projet open source, c'est hyper important qu'il soit bien défini. Ça permet d'éviter les conversations sans fin de savoir est-ce que tel algorithme rentre ou pas dans le projet. Et puis, ça permet aussi de structurer plus globalement la communauté. Ici, peut-être quelque chose qui a été historiquement assez proche de scikit-learn, de StatModel. Il y a eu une conversation à un moment entre nous et les développeurs de StatModel en disant qu'est-ce qui est du scikit-learn et qu'est-ce qui est du StatModel. Et quelque part, quand il y avait des gens qui essayaient de contribuer des choses avec des p-valeurs sur des estimateurs de scikit-learn, on leur disait non, ça vous allez le contribuer à StatModel. Et du coup, on évite de se marcher sur les pieds. Ça, c'était hyper important. Et je trouve que ça, c'est une énorme force de l'écosystème Python, c'est qu'il y a vraiment cette rationalisation au niveau global des différents projets, alors qui est un peu mise à mal aujourd'hui en machine learning, compte tenu des mastodontes qui s'impliquent dedans. Mais je dirais les développeurs de tous ces projets cœur de l'écosystème Python, en général, se connaissent à titre personnel, se voient à la conférence SciPy ou se connaissent sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a une communauté qui co-construit plutôt que de faire chacun dans son coin, ce qui est quelque chose qui est peut-être plus présent dans d'autres écosystèmes et d'autres langages. Par exemple, comme le JavaScript, qui pour moi est beaucoup plus anarchique. Quand on construit un projet open source, le but du jeu, c'est pas d'avoir des utilisateurs. Au début, le but du jeu, c'est d'avoir des contributeurs. Et pour avoir des contributeurs, il faut leur expliquer comment faire. Il faut donner les règles du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental, que ces règles du jeu soient écrites et pédagogiques de façon à ce que la communauté et le projet puissent grandir quelque part sans vous. Donc, c'est quelque chose qui est, à moins d'être assis sur des millions de dollars de cash, il faut imaginer que le projet doit survivre. Et quand on veut survivre dans un écosystème où c'est beaucoup basé sur du temps libre et des bonnes volontés, et on y reviendra, c'est important qu'on maximise les chances qu'un contributeur, n'importe où il soit dans le monde, puisse comprendre comment vous aider. Voilà, donc, on a historiquement organisé beaucoup de sprints, beaucoup de choses pour essayer d'onboarder des développeurs et des contributeurs du projet. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes qui ont contribué du code à scikit-learn depuis 10 ans.
Voilà. Et puis, quand on a des contributeurs, on essaie de les faire monter en compétences, on leur donne du feedback, on fait des reviews. Et c'est vrai que moi, j'ai plus beaucoup de temps aujourd'hui pour contribuer quoi que ce soit à scikit-learn, mais ce qui m'arrive encore régulièrement de faire, c'est de faire des reviews de code. Et donc, au bout d'un certain moment, pour faire vite votre projet, vous êtes plutôt en train d'animer la communauté et à faire des reviews de code, ce qui prend beaucoup de temps et qui, en plus, j'y reviendrai. Il y a tous les projets open source que je mentionnerai plus dans l'évolution de l'écosystème ne jouent pas ce jeu-là de la review du code extérieur. Et du coup, j'ai envie de dire qu'il y a open source et open source. C'est pas parce que le code est ouvert. Si le fonctionnement n'est pas celui que je décris d'un projet open source, n'est pas complètement open source. Voilà. Un point que je veux aussi insister, sur lequel on veut insister, pendant les premières années de scikit-learn, on était souvent en train d'expliquer aux gens comment écrire leur code, quelles étaient les conventions de code, et ça nous prenait un temps infini, et c'était toujours un petit peu compliqué humainement de devoir, je dirais, faire des remarques ligne à ligne en disant ça, c'est pas comme ça qu'on l'écrit, on devrait faire comme ça. On a essayé d'automatiser historiquement de plus en plus de choses, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger, surtout quand on commence à avoir des projets qui font travailler des gens qui ne sont pas dans le même bureau, qui sont loin. Ça met une sorte de standard, et donc d'avoir des outils d'intégration continue qui finalement disent si c'est bon ou pas. Et à partir du moment où ces outils sont contents, on peut considérer que le job est fait. Après, si le job est finalement pas fait, c'était plus un problème du projet qui ne teste pas suffisamment. Mais on règle ça comme ça, par ces outils d'automatisation. Et aujourd'hui, l'écosystème Python est extrêmement mature dans ces outils-là, que ce soit sur le formatting de code et sur l'intégration continue, pour lequel il y a beaucoup d'outils de testing et de reporting. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Et d'avoir ces intégrations continues qui sont complètement publiques pour le projet. Si je continue un petit peu ma liste de choses qui font qu'un projet open source peut marcher, c'est d'avoir une documentation et des exemples. J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est hyper important que ce soit facile de naviguer et de chercher l'information. Et donc, il y a des choses qu'on a pu écrire à la base pour scikit-learn. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'appelle Sphinx Gallery, et quelque chose qui permet de générer une galerie d'exemples, donc comme un plugin de Sphinx qu'on utilise pour la documentation. C'est des fichiers pur Python qui sont formatés de façon un peu standard et qui nous ont permis historiquement de faire des exemples sur la documentation sur la page web qui sont eux-mêmes générés par l'intégration continue. Et ça veut dire que la documentation était finalement générée de façon très automatique et les gens n'écrivaient que du code pur Python dans un IDE et pas dans un notebook d'ailleurs. Et ça permettait d'avoir une documentation un jour, et c'est aujourd'hui un outil qui est de plus en plus utilisé dans l'écosystème PyData et Python en général, d'utiliser Sphinx Gallery pour une façon de générer des exemples sans avoir, je dirais, la souffrance d'avoir l'impression de faire 2 fois le travail pour documenter son code. Quand vous écrivez un projet open source, l'idée, c'est que ce projet ne vous appartienne pas. Aujourd'hui, scikit-learn, donc il se trouve que moi et d'autres personnes en France, on est assez visibles sur notre rôle qu'on a eu dans scikit-learn, mais il y a énormément de monde qui ont contribué à scikit-learn et qui peuvent se vanter d'avoir contribué à ça de façon publique. Quand on développe un livret open source, souvent les gens le font bénévolement et on est tous humains. Il y a une forme de… voilà, on aime bien quand on fait des choses bien que ça se sache. Ça sert les jeunes, quand ils font ça en début de carrière, de montrer qu'ils sont capables de contribuer à ce projet open source. Et donc, à chaque fois que quelqu'un contribue du code à scikit-learn, on l'a toujours documenté, on a toujours listé les gens, on a toujours dit qui avait fait quoi. Et c'est une forme de méritocratie qui, pour moi, est hyper importante. Ça veut dire que si vous faites des choses dans scikit-learn, c'est quelque chose qui sera public, vous pourrez mettre dans votre CV, vous pourrez le montrer. Et ça a ouvert beaucoup de monde, beaucoup de portes à beaucoup de monde, historiquement. Voilà. Et même si historiquement scikit-learn a été beaucoup financé sur de l'argent public français à travers INRIA, scikit-learn n'a jamais été hébergé sur un sous-domaine d'inria.fr. C'est un projet qui appartient à la communauté, qui est financé en grande partie historiquement par INRIA et par d'autres gens maintenant. Mais voilà, c'est un projet qui appartient à tout le monde et à personne. Voilà.
C'est possible avec une communauté qui est gérée de façon ouverte et avec avec le moins possible de restrictions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conversations ont lieu publiquement, pas à la machine à café, et qu'on utilise une licence très permissive. Vous avez des projets logiciels qui sont gérés par des entreprises, des grosses entreprises, où tout le développement est public, mais les conversations sont faites en interne, et pour lequel la communauté, en gros, découvre le jour J, lorsqu'il y a des releases, que des choses ont été modifiées, que des API ont été cassées. Et ça pose des petits problèmes. On peut comprendre pourquoi c'est le cas, parce que ça coûte cher de discuter, ça prend du temps. Ça nécessite d'avoir des gens qui ont des compétences sociales et un goût pour... plutôt, ils n'ont pas d'aversion à la conversation et la discussion avec les gens pour se mettre d'accord. Ce qui n'est pas toujours compatible avec des profils très techniques, hein. Mais voilà, c'est important de pouvoir expliquer son point de vue et de le faire publiquement. Et aujourd'hui, on le continue à le faire beaucoup dans le projet Scikit-learn, même si ça nous coûte beaucoup de temps, mais on pense que c'est nécessaire. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'hommes, quelques femmes qui contribuent aujourd'hui à Scikit-learn. Donc, ça, c'est les sprints annuels. Donc, ça, c'est pré-Covid. C'est les sprints qu'on a pu organiser et qui ont rassemblé des gens un peu partout dans le monde pendant une semaine à différents moments, y compris dans des entreprises françaises avec des toits terrasses pas très loin du Sacré-Cœur, que vous reconnaîtrez peut-être, qui ont hébergé ces sprints. Voilà, et donc ça c'est plus récemment, peut-être certains connaîtront les locaux de ces boîtes-là. Donc ça c'est AXA ici, et ça chez Dataiku parce qu'on a fêté les 10 ans de la première release française. Voilà, donc j'enchaîne un petit peu avec quelque chose qui peut choquer certains certains développeurs, et qui est, je dis toujours aux gens avec qui on travaille, essayez d'écrire du code qui est bête. Okay, si vous commencez à faire du Python depuis plusieurs années, vous avez tout de suite une tendance, vous devenez plus fort, vous connaissez plus de choses, vous connaissez plein d'astuces, et vous voulez les utiliser parce que vous avez l'impression que ça va vous faire peut-être gagner du temps, mais le prix à payer derrière ça, c'est la lisibilité de ce que vous faites pour les gens qui vont pouvoir relire ou maintenir ou modifier votre code. Scikit-learn, c'est un code de calcul scientifique, c'est-à-dire que les gens qui sont capables de faire des contributions les plus utiles à Scikit-learn sont des gens qui comprennent le machine learning, donc plutôt les stats et le calcul numérique et le calcul scientifique. Et ce n'est pas des gens qui sont experts en MRO et en calcul, en programmation objet, en hiérarchie tordue de classes abstraites et je ne sais quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, garder la technicité au bon endroit, au bon niveau, de façon à se permettre d'avoir le plus de contributeurs possible. Voilà. Donc essayez du code, même s'il y a du code qui vous semble un petit peu pédestre, s'il reste lisible et ça permettra à plus de gens de le lire et de le modifier et de l'améliorer, il ne faut pas hésiter. Voilà. Scikit-learn, auquel vous avez peut-être pu vous en rendre compte à travers les réseaux sociaux et puis peut-être à travers le fait que j'accepte d'en parler aujourd'hui, c'est qu'on essaie de communiquer sur ce qu'on fait, on essaie d'expliquer notre démarche, de convaincre, de gérer une communauté. Et ça s'est fait très bien historiquement avec des gens comme Gaël Barocco ou Andreas Müller qui n'hésitaient pas à écrire des blog posts, à communiquer, à tweeter, pour comprendre un petit peu ce qui était en train d'être fait, comment les ressources du projet étaient mises à disposition, qu'est-ce qu'on essayait de faire. Voilà, donc j'ai fini ma première partie sur un peu le passé du projet. Donc j'en suis arrivé à la 10e raison, donc j'ai un index out of range. Et du coup, j'enchaîne sur l'âge de raison, qui est où est-ce qu'on en est maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, si vous avez des questions, je peux faire une petite pause de 3 minutes maintenant, ou sinon j'enchaîne. Donc les questions par le chat, si c'est possible. Par le chat, ou si vous pouvez lever la main si vous voulez les poser directement, on vous donnera la parole. Moi, éventuellement, j'avais juste une question sur du coup la partie prise de décision. Ouais.
Déjà, sur quelle plateforme est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est sur le GitHub de Scikit-learn ou est-ce que c'est ailleurs? Et du coup aussi, comment est-ce que ces décisions sont prises? Est-ce que c'est par vote majoritaire, par consentement? Et Alors, on a mis du temps à avoir une gouvernance, je dirais, stricte. Je dirais, c'est un projet qui a été quand même très historiquement géré par méritocratie, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais ça a surtout le gros avantage que c'est les gens qui sont le plus légitimes dans la communauté, qui connaissent le mieux ces codes-là, qui sont reconnus et visibles pour être légitimes dessus, parce qu'ils ont travaillé dessus et que c'est très public, c'est visible, et qui, en gros, ont un poids plus fort dans les décisions, et ça se fait essentiellement sur les issues, sur les pull requests. Et pour distribuer au maximum ce processus de décision, ce qu'on disait au début, on le dit toujours, il faut deux approvals de chaque pull request par des core dev pour que le truc rentre. Alors, ça peut être parfois plus quand c'est des trucs assez impactants sur le projet. Mais aujourd'hui, les trucs les plus impactants, on utilise des SLEP, donc des Scikit-learn Enhancement Proposal, même, sur le même modèle que ce que vous avez sur NumPy avec les NumPy Enhancement Proposals, où on essaye d'écrire des propositions qui viennent aussi les PEP de Python, hein, c'est pareil, et avec des itérations qui peuvent être votées et qui peuvent être votées par la communauté et notamment par les membres du Technical Committee dont je fais partie et qui a été officialisé maintenant il y a 2-3 ans. D'accord, c'est plus clair. Sinon, il y a Sylvain qui voulait poser une question. Oui, alors c'est relativement dans la continuité de ta question, Victor. L'idée, c'était de me dire, est-ce que tu as pu peut-être rencontrer un moment où il y a eu peut-être deux contributeurs ou deux personnes, par exemple, qui avaient une volonté de faire évoluer un peu différemment les choses, et comment arriver à réconcilier un petit peu ce genre de choses, ce genre de situation? Donc, peut-être ça arrivait, je pense qu'il n'y a jamais eu de gros clash, mais il y a eu quand même des conversations, on va dire, animées, tout en restant courtoises. Hein, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont plus de poids et qui ont fini par faire que l'autre laisse tomber. C'est vrai que souvent, ces discussions ont tendance à basculer plutôt du côté du conservatisme. En gros, ça ne fait pas consensus, du coup, on ne change pas. Ce qui est, je dirais, une force et une faiblesse du projet, c'est-à-dire qu'il y a... c'est un projet, je pense que vous prenez du code Scikit-learn il y a 5-6 ans et que vous voulez le faire marcher avec Scikit-learn aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose à changer. C'est un projet qui est reconnu comme extrêmement stable, qui n'a jamais fait de gros refactoring de son API, bien que ça a été plusieurs fois suggéré et pour des plus ou moins bonnes raisons. C'est qu'il y a des choses qui sont compliquées à faire avec l'API de Scikit-learn et qu'on voudrait pouvoir changer. Mais le prix à payer a jamais été, enfin, plusieurs fois, il était considéré comme non justifié et ça a pu générer des frictions. Merci. Il y a Arturo qui voulait poser une question. Oui, Alexandre, donc c'est un plaisir, un honneur de parler avec toi. Même j'étais à l'INRIA il y a 4 ans, après je suis passé du côté COA. Mais dans tous les cas, en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est surtout comment Scikit-learn a pu faire autant d'écho et autant d'impact, même au niveau de l'industrie, parce qu'en fait, même dans n'importe quelle école qui fait l'enseignement de data science, enseigne Scikit-learn, en fait. C'est un peu la librairie des références pour faire du machine learning. Donc, je pense que parmi les 10 raisons que je viens de mentionner, il y a la doc. Donc, le fait que la documentation de Scikit-learn, elle est gigantesque et elle est écrite pour des gens qui commencent le machine learning. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est partiellement dans mon discours depuis ici aujourd'hui, hein, mais quand les gens voulaient faire de l'IRM fonctionnel, enfin du machine learning sur de l'IRM fonctionnel ou des données de neurosciences, on parlait avec des gens qui avaient des backgrounds en biologie, en psychologie ou en médecine ou des médecins. Et donc, il fallait qu'on soit capable d'expliquer à des gens qui ne sont pas informaticiens, qui n'ont pas de thèse en machine learning ou de master en informatique,
qu'est-ce que faisait du machine learning, qu'est-ce que c'était la cross-validation, qu'est-ce qu'était qu'un SVM, qu'est-ce que ça voulait dire apprendre, c'était quoi un hyperparamètre, c'était quoi un paramètre. Et ça nous a forcé à faire une API qui était extrêmement claire, quoi. Les attributs des classes, si ça termine par un underscore, c'est estimé à partir des données. Ce qu'il n'y a pas d'underscore, c'est la même chose que les paramètres qui sont passés en ligne, ce sont les hyperparamètres. Donc, le fait que la librairie soit très je dirais, simple à expliquer d'un point de vue pédagogique de qu'est-ce que c'est que le machine learning. Et aujourd'hui, si vous voulez faire des TP de machine learning sur des SVM, vous allez sur le site de scikit-learn, vous copiez trois exemples et vous faites des TP. Moi, j'ai été prof à Télécom Paris pendant 5 ans. Quand il fallait assembler je ne sais pas combien d'heures de TP de machine learning, scikit-learn m'a sauvé beaucoup de week-ends et beaucoup de nuits blanches, quoi. Donc, je pense que c'est une grosse raison. Et puis, le fait que ça marche partout, quoi. Je veux dire, scikit-learn, ça marche sur… Aujourd'hui, les gens ils peuvent l'utiliser dans une tablette, dans Google Colab. Ça marche sur tous les systèmes. Voilà, si on avait fait d'autres choix techniques, ça aurait été plus compliqué. On n'a jamais mis de CUDA ou de code GPU dans scikit-learn parce qu'on s'est dit, si on fait ça, on rend l'installation, le packaging de la librairie trop compliqué, ce sera plus compliqué d'enseigner avec, et on ne le fait pas. Merci. Juste un mot, Alexandre, pour te dire que donc il te reste environ 13 minutes. Ça marche, je me dépêche. Voilà. Non, mais pas de souci, hein, c'est voilà, comme pour information. Ouais, il me reste pas beaucoup de slides, mais je pourrais parler longtemps, je vais me limiter. Donc, je vous parlais des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment pas une liste exhaustive, mais pour vous dire qu'il se passe encore des choses intéressantes en termes d'addition et de nouvelles choses qui arrivent dans scikit-learn. Donc, l'écosystème du Python PyData a énormément été construit de plus en plus sur Panda, qui est une librairie aussi qui a eu un impact retentissant et je dirais même plus grand que scikit-learn en termes d'utilisation dans plein de projets de data. On a eu la chance de pouvoir embaucher à l'INRIA Joris van den Bosche, qui est un des core devs de Panda. Et Joris, en gros, a travaillé pendant son travail à l'INRIA sur le Column Transformer, qui est cet objet scikit-learn magique qui vous permet de passer du Panda en entrée et pouvoir mettre ça dans des pipelines scikit-learn. Alors, il reste du travail, mais ça a rendu énormément de choses possibles et ça a simplifié beaucoup de choses. Il y a eu du travail aussi sur l'imputation de données et de nouveaux estimateurs, donc un qui s'appelle NCA, qui permet de faire du metric learning, qui a été ajouté maintenant il y a quelques temps. Et puis plus récemment, une implémentation de gradient boosting beaucoup plus efficace que celle historique de scikit-learn. Et qui est aujourd'hui très compétitive avec des implémentations comme l'IGBM ou XGBoost, tout en gardant, je dirais, du code Cython, des choses qui sont packageables simplement, qui utilisent les mêmes technologies de parallélisation qu'on utilise par ailleurs dans scikit-learn. Et voilà. Aujourd'hui, je dirais l'âge de maturité de scikit-learn fait que on ajoute quand même pas beaucoup de nouvelles estimateurs, de nouveaux algos, mais par contre, il y a un effort d'optimisation des codes numériques. Il se trouve que le fait d'avoir un écosystème bouillonnant avec notamment des acteurs industriels qui font des implémentations qui vont beaucoup plus vite que scikit-learn sur certains estimateurs nous ont poussé à essayer de remettre en question quelques choix techniques et quelques choix d'implémentation qu'on avait pu faire. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de ressources humaines pour essayer d'améliorer et d'optimiser ces implémentations. Donc ça, c'est une interface qui a été utilisée et qui est développée au sein du consortium scikit-learn sur lequel je reviendrai, qui nous permet de monitorer les performances des algos. Et donc là, vous voyez qu'il y a eu un travail d'optimisation sur mini-batch k-means et vous voyez qu'il y a eu une amélioration notable suite à un travail de l'équipe. On a fait beaucoup de travail aussi pour comparer et voir comment les implémentations de scikit-learn se comparent par rapport à d'autres implémentations. Donc, je parle de DAL4Pipe qui est fait par Intel, QML qui est fait par NVIDIA et d'autres. Et que ce soit pour le temps de fitting ou le temps de prédiction. Voilà. Donc, je vous invite à aller, je m'arrête, m'attarde pas trop là-dessus, je vous invite à aller regarder sur ce qui est sur
cette page web où on essaye de mettre un peu ces benchmarks de façon à objectiver, savoir où est-ce que sont les problèmes d'implémentation et comment l'écosystème évolue. Donc ça, c'est juste une petite slide qui vous montre, en gros, Scikit-learn, aujourd'hui, dans son gradient boosting, est très compétitif. Donc, ça va plus vite que XGBoost sur ce benchmark-là, avec ce setup-là. Un petit peu plus loin que l'IGBM. Voilà. C'est une slide qui est hors de son contexte. Il faut prendre avec un grain de sel, mais ça vous montre que voilà, il s'est passé un bout de chemin pour que maintenant on arrive à faire des choses avec sans code C++, sans problème de packaging plus compliqué que ce qu'on avait avant, et ce qui rendra aussi le code plus maintenable après. Donc ça, c'est un screenshot de vStracer, qui est quelque chose que l'équipe utilise de plus en plus pour essayer de monitorer, y compris le code Cython, pour comprendre où est-ce qu'on perd du temps, où est-ce qu'on est inefficace, où est-ce qu'on peut faire mieux. Et voilà, ça c'est dans le même cadre aussi que Scikit-learn Benchmark, dans toute cette logique d'amélioration de la performance, notamment d'essayer de faire d'utiliser au maximum les machines avec beaucoup de CPU, donc le packaging d'OpenMP ou ce genre de choses, sur un benchmark de Nearest Neighbor, en comparaison avec DAL4Pi qui est fait par Intel. Voilà, et donc ça c'est énormément rendu possible par aujourd'hui de l'argent privé. Il y a eu, il y a un peu plus de 2 ans, une fondation qui s'appelle le consortium Scikit-learn, qui est hébergé par la fondation INRIA, qui nous a permis d'embaucher des gens en CDI pour faire du Scikit-learn du coup en permanence. Et donc ça a été rendu possible par un certain nombre de partenaires. Donc ça, c'est les partenaires qu'on a aujourd'hui. Je vous invite à regarder. Et qui donne à l'équipe de quoi embaucher 4 personnes à temps plein pour faire le développement, animer la communauté, voilà, gérer les roadmaps, faire tout le suivi des pull requests, des issues, regarder que la roadmap du consortium et la roadmap du projet est mise à jour, respectée. Voilà, donc si on parle un peu du futur, très brièvement, j'ai juste, en préparant cette slide, pris quelques logos, mais c'est vraiment un sous-échantillonnage très partiel et très biaisé. Ce qui se passe depuis maintenant quelques années, c'est que vous avez énormément d'acteurs qui aujourd'hui vous permettent de faire du machine learning. Donc vous avez Rapids, donc, qui est une marque en fait, qui est déposée par NVIDIA, qui est tout un toolkit qui va leverager l'environnement CUDA pour faire des algos de machine learning. Je dirais pas forcément deep learning, mais plutôt à la scikit-learn, c'est-à-dire orienté sur des données tabulaires qui leverage les cartes NVIDIA. Spark, dans son écosystème à lui aussi, vous donne accès à des algos de machine learning. Onyx, c'est une initiative de Microsoft qui vous permet casser les barrières entre les toolkits pour l'inférence. Donc, vous avez Onyx qui est un format de sérialisation de modèles de machine learning qui vous permet de le déployer à travers différents écosystèmes. Dask, qui est un magnifique projet écrit en Python qui vous permet de faire du calcul distribué sans avoir à tout réécrire, donc basé sur NumPy, Panda et avec une exécution qui est magnifique. MLflow, qui est un projet dont j'entends parler assez régulièrement pour essayer de monitorer des expériences de machine learning. Et puis après, vous avez des monstres comme TensorFlow, qui a intégré maintenant Keras, et donc fait par Google. Et au sein de Google, maintenant, je dirais une sorte de rébellion interne pour partir un peu de TensorFlow en utilisant de plus en plus JAX. Il est beaucoup plus proche de NumPy. Et si je m'arrête un tout petit peu là-dessus, autant TensorFlow était pour moi un faux projet open source, au sens où la version de TensorFlow qui était sur GitHub n'était pas la version interne de Google, que les contributions, toute l'intégration continue de TensorFlow n'était pas publique, et n'est toujours pas publique. Voilà, les contributions extérieures étaient quand même assez limitées. JAX est d'ailleurs fait par beaucoup de gens qui viennent de l'écosystème open source Python.
des contributeurs historiques de SciPy qui travaillent aujourd'hui sur JAX chez Google et qui en comprennent du coup toute la dynamique de l'open source. Et du coup, JAX est complètement développé sur GitHub en ouvert et respecte un modèle beaucoup plus proche de l'open source tel que je viens de le décrire, tout en ayant la force de frappe de Google. Et avec la construction d'un écosystème par-dessus JAX, voilà, vous pouvez regarder des choses comme Flax ou Distrax, qui sont des surcouches de JAX pour certains, pour des réseaux de neurones, pour des calculs probabilistes différentiels. Et puis d'autres projets, donc PyTorch qui est aujourd'hui pour moi a montré le chemin à Google en leur expliquant que même si on était très gros, prendre du temps pour animer une communauté, pour accepter des contributions, ben, c'était important. Aujourd'hui, PyTorch est de plus en plus utilisé dans le monde académique du machine learning. Sur les conférences de machine learning, là, il y a beaucoup de codes, des nouvelles méthodes qui sont développées, qui étaient disponibles, qui sont disponibles plus en PyTorch qu'en TensorFlow aujourd'hui. Et puis, vous avez des choses qui viennent de se greffer par-dessus, donc Horovod pour faire de l'apprentissage distribué, ou Optuna, qui est un projet que je trouve très, très bien réalisé aussi, qui vous permet de faire de l'optimisation d'hyperparamètres. Voilà, il me reste 2-3 minutes, juste pour conclure avec cette slide. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'open source est en train de gagner et pourquoi le vrai open source est nécessaire pour gagner? Donc, la première raison est pour moi assez claire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez innover en faisant du machine learning, vous voulez repartir de ce qui est l'état de l'art, et ça, c'est faisable sans demander à personne quand vous passez sur de l'open source. Aujourd'hui, vous voulez améliorer des réseaux de neurones, il va falloir repartir de quelque chose. Plus vous repartez de quelque chose qui est proche de l'état de l'art, plus vous allez aller vite. Et ça, tout le monde l'a bien compris, et du coup, ça permet d'accélérer l'innovation. Donc, on s'arrête, on commence aussi là où les autres se sont arrêtés. On ne repart pas from scratch, et ça c'est fondamental. Pourquoi est-ce que des grandes boîtes aujourd'hui auraient intérêt à utiliser de l'open source pour leur stack logiciel? C'est ce troisième point que vous avez là, c'est pour garder le contrôle sur leurs propres ressources. Quand vous construisez sur de l'open source, eh ben vous êtes pour une boîte qui se digitalise, qui devient de plus en plus data-centrée, ben, le fait de construire sur un stack open source fait que sa valeur lui appartient plus. Pourquoi est-ce que Google aujourd'hui investit autant d'argent à faire des outils open source? Une grande raison, c'est influencer l'écosystème global. Une petite remarque, il y a encore quelques années, il y avait des startups qui faisaient de la computer vision pour faire de la détection d'objets. C'est des boîtes dont la valeur était basée sur des technos qui sont devenus complètement obsolètes et surtout gratuites. Donc, quelque part, Google, en ouvrant du code open source, peut-être, en fait, il tue un certain nombre de l'écosystème de startups en rendant un certain nombre d'actifs complètement gratuits. Et le dernier point, c'est du coup, ça vous protège aussi de faire que les autres fassent la même chose. Et là, on peut penser par exemple à Kubernetes. Kubernetes, c'est une tech qui a été open sourcée par Google aussi, et aujourd'hui a complètement révolutionné l'industrie du calcul distribué, de l'allocation de ressources de calcul. Et ça veut dire que ce sera aujourd'hui très compliqué pour un autre acteur d'exister sur ce segment de marché. Et donc, Google restera complètement sous contrôle de cet écosystème-là. Voilà, je peux dire 2-3 mots pour ceux qui ont un intérêt à monter en compétences ou à rafraîchir leurs connaissances en machine learning. Donc, il y a l'INRIA qui a financé depuis quelques mois la création d'un MOOC qui est hébergé sur Fun sur scikit-learn et que je vous invite à aller suivre, c'est en ce moment. Et puis voilà, je vais m'arrêter là et en remerciant de m'avoir écouté et puis en remerciant un certain nombre d'acteurs qui sont des entreprises et qui finalement ont rendu possible beaucoup de choses dans l'écosystème open source sans demander beaucoup de dollars ou d'euros en échange. Voilà. Je m'arrête là. Merci. Merci Alexandre. Merci beaucoup Alexandre. Peut-être on peut se garder encore une minute. S'il y a une dernière question, peut-être avant de passer à l'annonce, c'est possible en levant la main, par exemple. Il y a Arturo qui a toujours la main levée. Je ne sais pas si c'est pour une autre question. Si je pense que Arturo, ouais. Ouais, il était... Non, il était juste levé. Désolé. D'accord.
Et sur la partie, excuse-moi, donc moi j'ai une question. Je lève la main. Sur la partie deep learning, par exemple, du coup, est-ce que par exemple vous discutez avec les gens de PyTorch, d'une part, Ouais. et d'autre part, est-ce que vous, du coup, vous pensez laisser toute cette partie-là à TensorFlow, à PyTorch, ou est-ce que vous avez réfléchi un moment à l'intégrer sous scikit-learn? Aujourd'hui, c'est plus raisonnable pour nous plutôt que d'influer sur l'écosystème avec l'API. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est ravis de voir des gens qui développent Scorch et qui font qu'on écrit des modules en PyTorch et on utilise finalement toute la machinerie et toutes les API de scikit-learn derrière pour intégrer ça dans un pipeline plus global. Et je pense qu'on a, même si aujourd'hui on a de l'argent du coup d'un certain nombre de mécènes qui financent le développement de scikit-learn, ça reste quand même une goutte d'eau par rapport à l'argent qui est mis par Facebook ou Google dans ces technos-là. Mais quand on voit les stades d'utilisation de scikit-learn, il y a quand même une énorme partie des problématiques de machine learning et de data science qui sont adressables avec les algorithmes et ce que vous trouvez dans scikit-learn aujourd'hui. Voilà. D'accord. Mais je pense qu'il faut choisir ses combats. Et aujourd'hui, le combat de l'autodiff et du calcul, je dirais, deep learning, si je résume juste ça comme ça, et pas un combat que scikit-learn peut mener. Ok, oui, je comprends. Peut-être, enfin, c'est un peu trop tard, entre guillemets, quoi. C'était peut-être il y a 10 ans. Ouais, et même pas, parce que si tu regardes un peu Theano, qui est, je dirais, l'ancêtre de ces choses-là qui étaient développées au Mila par le groupe de Benjo avec des gens très bien et très forts, ce projet a fini par être arrêté parce qu'il ne faisait pas le poids par rapport à des acteurs qui le faisaient avec un modèle qui était finalement open source ou autre. Donc, je dirais si aujourd'hui il n'y avait que TensorFlow, il n'y avait pas PyTorch ou JAX, peut-être qu'il y aurait encore une place pour un vrai projet open source. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. Okay. Et surtout pas avec les ressources qu'on a aujourd'hui. Ouais, je comprends. Merci, merci encore Alexandre. On va donc passer à la petite annonce de Sylvain. Donc, du coup, Sylvain, si tu veux. Je reprends la suite. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes top chrono. Juste avant d'envoyer l'annonce, je ne sais pas si vous avez vu dans le Google Meet, il y a un petit onglet sondage également. Avec Victor qui a soumis un petit sondage, donc si certains veulent en profiter pour y répondre, ça pourrait être intéressant. Du coup, donc la petite annonce qu'on voulait vous faire en avant-première lors de cette Keynote. En fait, donc chez Equinox, on a tendance à vouloir tenter des nouvelles choses, innover, bootstrapper des éléments, essayer de tester. Et en fait, dans ce cadre-là, on a besoin en général à chaque fois de recréer des choses, de recréer des projets, de remettre en place une intégration continue, de remettre en place tout un tas de choses. C'est quelque chose qui est très long à faire, qui n'apporte assez peu de valeur ajoutée puisqu'on refait souvent les mêmes opérations à chaque fois. En fait, dans ce cadre, du coup, on s'est développé donc, tout d'abord en interne pour pouvoir vérifier qu'on en avait vraiment besoin, que ça pourrait matcher un besoin concret chez d'autres personnes. Une librairie qui permet du coup le bootstrap de projet, mais qui va permettre tout un tas de choses. Donc là, je vais vous faire une très rapide présentation de cette librairie qui a été publiée donc, sur PyPy il y a 2 jours par Antoine. Donc, je vais juste partager très rapidement mon écran, vous faire une micro-présentation de ce à quoi ça sert. Donc, voici en avant-première Piloty, la librairie qui vous permet de mettre les fondations de vos projets de machine learning. Donc, Piloty, c'est quoi? C'est une ligne de commande, une petite clé qui vous permettra de bootstrapper des projets, de pouvoir mettre en place tout un tas d'éléments. Donc, on s'est créé un projet également GitHub, puisque la communauté a quand même beaucoup plus tendance à passer par ici. Aujourd'hui, le code est hébergé sur GitLab.
Donc, je prendrai note notamment des retours que tu vas faire, Alexandre, sur toute ta présentation très intéressante, notamment dans le cadre de cette librairie, ça va nous aider, je pense. Et donc, grâce à cette librairie, en fait, donc avec un simple pip install pour pouvoir le récupérer, aujourd'hui, on a mis en place du coup 3 commandes, une qui est pas dans cette documentation qui est étrange. La première, du coup, vous pourrez faire du coup un petit piloty init pour pouvoir créer un projet. Un piloty git pour mettre en place toute la partie versionning, que ce soit sur GitHub ou GitLab, sachant que la partie intégration continue n'est pas encore disponible côté GitHub. On a fait un premier focus sur GitLab, qui était notre besoin initial. Et également, on a un piloty AWS qui vous permettra de pouvoir gérer un back-end pour stocker les données. Et donc, ça initialisera tout un tas de choses autour de Terraform qui permet de mettre en place l'infrastructure AWS qui est nécessaire, donc la création des buckets et compagnie. Je vous fais juste une toute petite démo. Donc, hop là. Donc, l'installation, c'est comme je disais, alors je vais essayer de zoomer. Raté. Bon, pas trop de zoom. Je pensais que le CTRL-SHIFT marchait, mais non. Donc, on voit bien. Ok. L'installation, donc c'est un simple, donc comme je disais, pip install piloty. Vous avez juste à lancer cet élément-là, ça vous installera ce qui va bien. Une fois que vous l'avez installé, du coup, c'est un piloty init. Donc avec, du coup, si vous voulez, la possibilité de rajouter un répertoire dans lequel envoyer votre projet et le petit skip install, je vais y revenir juste après. Donc ce piloty init va vous initialiser une architecture de projet. Donc là, je l'ai ouverte je l'ai fait pendant la présentation du coup d'Alexandre sur un projet de démo. Ça va vous ouvrir tout un tas de choses avec du build, avec différents makefiles pour réaliser tout un tas d'opérations nécessaires à l'exécution. Un petit bootstrap de code Python avec toutes les structures de test unitaire, des exemples de comment faire du test unitaire, de la documentation, des normes d'implémentation, de formatting, etc. Avec un dossier de working directory dans lequel on vous propose une arborescence pour gérer les données, pour avoir quelque chose qui est relativement propre et qui permet de se synchroniser notamment avec le bucket AWS que vous pouvez mettre à disposition. Donc voilà, tout un ensemble d'éléments et de choix que l'on a fait. On a conscience que ce repo est un repo assez opinionated. On a pris des choix, notamment pour la gestion des dépenses avec Poetry et la création des virtual env. Donc tout à l'heure, vous avez vu le petit skip install. Le skip install sert à ça, à ne pas lancer la création du virtual environment du coup de Poetry, chose qui peut prendre un petit peu de temps à l'exécution. Ça permet déjà juste de bootstrapper l'arborescence de fichiers. Et enfin, du coup, donc, je disais la dernière commande, qui est le piloty git, qui vous permet de choisir GitLab ou GitLab, d'aller donner les informations sur le projet que vous utilisez, etc. Et qui va automatiquement, notamment dans le cadre de GitLab, aller jusqu'au git push. Et donc, vous créez le projet dans votre organisation GitLab avec toute une intégration continue, un pipeline déjà GitLab CI qui est en place et qui permet de builder votre projet. Donc voilà, donc ça c'était la toute petite démo, hop, petit CTRL-C. Du coup, c'était la démo donc, de Piloty. N'hésitez pas à faire du retour, à venir y participer. Je vous mets la petite URL du GitLab et du repo PyPy dans le chat. Voilà, comme ça, là j'attends. Du coup, nous attendrons avec impatience vos retours dessus, en espérant que ça puisse vous servir pour vos expérimentations et vos projets de data science. Donc voilà, c'est en bêta. On n'a pas encore. Vous êtes les premiers en fait à qui on annonce ça. On fera donc une annonce un peu plus propre, un peu plus de grande envergure la semaine prochaine. Donc si vous avez déjà des retours par rapport à ça. Donc aussi là, il y a une partie qui n'a pas été montrée. C'était sur. Donc il y a aussi l'intégration, notebook, etc. Donc là, en gros, l'idée c'est vraiment il y a tout clé en main. Pour des projets de machine learning, mais également donc, avec la partie industrialisation. Donc,
C'est pas juste pour bootstrapper des projets Python, il y a vraiment une spécialisation sur justement donc, les projets de machine learning. Voilà. On espère que c'était pas trop vague, parce que de toute façon, on avait assez peu de temps pour cette présentation-là. Et donc, sauf si vous avez des questions, pour ceux qui n'ont pas une réunion qui commence à 14h, on va donc attaquer la réunion de la présentation de Victor sur Jupyter ou IDE, faut-il vraiment choisir? Yes, merci Antoine. Oui, et après, vous pouvez toujours nous recontacter après sur cette partie. On pourra en rediscuter sur cette partie du coup pilotis. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, très bien. Donc, bon, petite présentation très rapide. Donc, moi, je m'appelle Victor Lando. Je travaille avec Inox depuis quelques mois et je suis machine learning ingénieur. Machine learning ingénieur, c'est-à-dire que mon boulot, c'est d'écrire des logiciels, des applications qui utilisent du machine learning et qui vont être utilisés vraiment en production par des vrais utilisateurs et s'inscrire dans un cadre de production avec le fait qu'elles doivent être maintenables, qu'elles doivent être évolutives et facilement compréhensibles. Pour cette partie, donc pour la partie machine learning, les notebooks Jupyter, c'est un outil qui est utilisé depuis assez longtemps, qui est assez incontournable et qui apporte plein de choses, mais qui pose justement des problèmes sur cette partie donc, de création de logiciels utilisables en production, maintenables, évolutifs. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'on peut faire pour tirer parti donc, de cet outil-là, en évitant un maximum les inconvénients. J'imagine que vous avez tous déjà utilisé un notebook Jupyter, ça ressemble à ça. Et dans la data, c'est quelque chose d'assez utile parce que en fait, ça va nous permettre d'explorer les données qui sont à notre disposition. Souvent, on va se lancer sur des projets, on va récupérer des jeux de données, mais on ne connaît pas le contenu de ces données-là, est-ce qu'elles sont bien formatées, est-ce qu'elles sont complètes. Et du coup, il va y avoir un long travail d'exploration. Et donc, le notebook, en nous permettant d'intercaler du code qui va nous permettre de un peu commencer à traiter ces données-là et de la visualisation, ça nous permet vraiment de comprendre ce qu'on va chercher à faire, ce qu'on va devoir faire. Donc, non seulement c'est pour voir les données en tant que telles, mais c'est aussi pour avoir des outils de visualisation qui nous permettent donc de encore mieux synthétiser ces données-là ou aussi comprendre le modèle qu'on vient de créer de machine learning. Là, par exemple, c'est une visualisation sur les valeurs de Shapley qui permettent d'expliquer un peu le fonctionnement d'un modèle qu'on vient de créer. Et ça, par rapport à ce que peuvent utiliser d'autres personnes, donc je sais pas, par exemple des data ingénieurs, par exemple donc des Spark Shell, dans un Spark Shell, vous n'aurez pas tous ces outils-là, et ça va être, si vous utilisez ça pour comprendre vos données, ben, ça va être un peu plus complexe, et bon, personnellement, moi je préfère utiliser des notebooks. Et donc ça, c'est non seulement au début, comme je disais, au début quand vous récupérez les données, mais aussi, c'est aussi tout le long de votre processus de développement. C'est-à-dire, par exemple, vous allez faire du feature engineering, vous allez processer et traiter vos données, mais même après ça, comme vos données sont assez complexes, souvent, même après ça, vous ne savez pas encore, vous ne savez toujours pas exactement ce que contient vos données, vous pouvez toujours avoir des surprises. Donc ça, si vous étiez seulement avec votre IDE, vous aviez qu'un seul main, ben, en fait, ça serait compliqué à analyser la sortie des différentes parties de votre code, ou alors il faudrait diviser en plusieurs mains et à chaque fois sauvegarder les sorties ou autre. Ou alors, enfin, après, vous pourriez essayer de vous débrouiller avec votre debugger, mais bon, c'est pas très joli. Ou alors, vous pouvez faire des prints, mais c'est pas vraiment, en tout cas, c'est pas une technique que moi j'adopterais. Quelques petites donc autres utilisations des notebooks, ça peut être sympa de les utiliser pour aller explorer les données qui se trouvent sur la plateforme de votre entreprise, qui peuvent être assez volumineuses et donc assez compliquées à récupérer sur votre ordinateur, ou même vous pourriez ne pas avoir le droit de les récupérer sur votre ordinateur pour des raisons de sécurité. Et après, ça peut être un super outil pédagogique pour démontrer, par exemple, un modèle que vous venez de créer, une exploration de données que vous venez de faire, ou voilà, le fonctionnement de votre programme.
Mais malheureusement, avec tous ces avantages viennent des inconvénients, des petits problèmes. Le premier problème, par exemple, c'est que le notebook, il vous laisse faire beaucoup de choses. Et par exemple, il vous laisse rajouter des cellules au milieu de votre notebook alors que vous êtes arrivé à la fin de l'exécution de votre notebook. Ça peut avoir des justifications très valables. Vous pouvez vouloir revenir un peu en arrière pour comparer une visualisation que vous avez fait plus haut avec une nouvelle visualisation d'un nouveau data frame. Mais le problème, c'est que vous pouvez oublier que vous avez fait ça, le laisser dans le notebook, et ça peut faire que si vous relancez le notebook ou que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas votre notebook le lance, il va avoir des soucis qu'il va devoir corriger, ça va être bien plus complexe. Ça, bien sûr, c'est un problème que vous n'auriez pas dans un terminal. Et c'est aussi un problème, en fait, qui peut nous faire comprendre qu'en fait, il manque aussi autre chose dans le notebook, c'est que vous n'avez pas d'informations, tant que vous n'exécutez pas votre notebook, sur le fait que le code exécuté de manière séquentielle est correct ou non. Ça, ce type d'information, en fait, c'est disponible dans la plupart des IDE. Donc là, par exemple, sous IntelliJ IDE. Donc voilà, avec le petit... on a une typo, et c'est souligné en rouge. On a aussi d'autres types d'informations sur le fait que certaines variables ou certains imports ne sont pas utiles, ou que vous ne respectez pas les conventions de code. Autre chose qui est possible sur IDE et pas sur les notebooks, c'est sur la partie refactoring. Si vous voulez refactorer un notebook, par exemple renommer une variable, ça va être assez fastidieux. Vous allez devoir la renommer manuellement à chaque endroit où elle est utilisée. Alors que sur un IDE classique, en une commande, vous pouvez la renommer une variable partout où elle est utilisée. Vous pouvez importer automatiquement quelque chose que vous avez oublié d'importer, une variable ou une fonction que vous avez oublié d'importer. Vous pouvez voir où est-ce qu'une fonction est utilisée dans votre code, où il y a plein d'autres fonctionnalités dans ce genre-là. Notre fonctionnalité, par exemple, c'est le debugging, le debugger. Sur un notebook, si vous commencez à vous amuser à écrire du code et des fonctions très complexes sur votre notebook, qui a un souci, vous risquez d'avoir un peu de mal à trouver d'où vient le souci. Sur un IDE, vous utiliseriez le debugger pour analyser un peu ce qui se passe au cours de l'exécution de votre fonction. Alors ça, bien sûr, en fait, maintenant, aujourd'hui, ça existe. Il existe des debuggers sur Jupyter. Moi, je ne les utilise pas. Et après, en fait, après, il y aurait d'autres manières de faire, mais moi, les gens que j'ai vus essayer de débugger parfois sur Jupyter, ils ont eu beaucoup de mal. Je pense notamment à quelqu'un qui a passé beaucoup d'heures à essayer de comprendre un problème qu'il avait en exécutant du code, une librairie qui vient de Google d'ailleurs. Et moi, j'ai trouvé le problème assez rapidement en utilisant l'IDE, parce qu'en fait, le problème, il venait d'une mauvaise utilisation de la librairie en question, et que l'IDE, ça nous permet non seulement de débugger notre code, mais aussi d'aller débugger et explorer le code des librairies qu'on utilise, des librairies externes qu'on utilise. Là, par exemple, ça, c'est du code de scikit-learn. Autre petit souci avec le notebook, c'est sur la partie versionning. Si vous essayez de versionner un notebook, que vous essayez de comparer, donc ça c'est le principal avantage du versionning, les différentes versions de votre notebook, vous risquez d'avoir du mal à comprendre c'est quoi la différence entre toutes ces versions, parce que dans le fichier correspondant à votre notebook, avec l'extension IPNB, vous avez non seulement le code de votre notebook, mais vous avez aussi des informations sur l'exécution de votre notebook et sur les sorties que ça a produit. En fait, le notebook, ça peut être très bien, ça marche très bien pour aller explorer rapidement une modélisation, avoir des résultats qu'on peut utiliser pour présenter, et ça peut être super. Mais après, si vous vous contentez de faire ça et après, par exemple, vous êtes data scientist, vous faites votre notebook et après vous le passez à un data ingénieur pour qu'il l'intègre dans un environnement de production, le pauvre data ingénieur risque d'avoir quelques soucis parce qu'il va devoir complètement retravailler ce code-là pour en faire du code packagé et peut-être qu'en fait ce code en plus fonctionnait sur votre ordinateur, mais qui va être beaucoup plus compliqué de le faire fonctionner dans l'environnement de production. Bon, aujourd'hui, il existe des librairies qui sont censées vous permettre de faire ça, genre Papermill,
qui vous permettent de paramétriser votre notebook et de l'exécuter comme si c'était un script. Mais le problème, outre ce que ça permet de corriger comme problème, le souci, c'est tout ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que ce code-là, qui est dans ce notebook, il va être très difficile à modifier, à faire évoluer par l'avenir. Donc déjà, pour le tester, c'est compliqué. Il faut mieux que ce soit des personnes qui comprennent bien ces fonctionnalités-là, qui débuguent s'il y a un problème. Et après, pour le refactorer, ça va être très galère. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour tirer parti, comme je vous ai un peu décrit, de tous les apports qu'offre le notebook, tout en construisant du logiciel qui soit facilement compréhensible, qui soit facilement modifiable à l'avenir et maintenable. Déjà, le notebook, on l'a vu au début de votre projet, ou quand on vous envoie un jeu de données et que vous voulez un peu explorer ce qu'il contient, c'est un super outil. Vous pouvez visualiser vos données, vous pouvez aussi rajouter du Markdown pour expliciter un peu ce que vous cherchez à faire. Mais après, si vous continuez à développer du code un peu plus complexe dans votre notebook, comme on a dit, vous risquez rapidement d'avoir des soucis. Donc, le but à ce moment-là, c'est d'essayer de prendre ce code et de l'exporter, de le mettre dans votre IDE. Ça va vous permettre, par exemple, de le refactorer, de le rendre plus lisible, plus compréhensible, et ça va vous permettre aussi de le tester. Parce que, OK, vous comprenez bien ce code et vous seriez peut-être capable aujourd'hui de comprendre pourquoi il n'a pas le comportement attendu si ça arrive. Mais peut-être que demain, vous allez déjà oublier, et si c'est quelqu'un d'autre qui doit faire ça, il aura beaucoup plus de mal. Donc, avoir une bonne couverture de test, ça permet d'avoir du code qui va pouvoir durer, entre guillemets, bien plus longtemps, sans causer de problème. Encore mieux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du TDD, mais donc, par exemple, si vous comprenez dans votre notebook ce que vous cherchez à faire, qu'est-ce que vous allez devoir faire ensuite, ça peut être plus intéressant, plutôt que d'écrire vos tests à la fin et peut-être d'avoir la flemme et de ne pas le faire. En fait, commencez par écrire le test qui va tester cette fonctionnalité qui, pour l'instant, n'existe pas, sur un petit data frame très simple que vous allez créer dans votre test. Ça va être beaucoup plus facile après pour quelqu'un qui va repasser dessus de comprendre ce que vous cherchez à faire. Et ensuite seulement, d'écrire le code qui va permettre de réaliser cette fonctionnalité et enfin de l'intégrer dans votre notebook. Si vous faites tout ça, ça va vous permettre en fait d'alléger beaucoup votre notebook. Votre notebook, il va être beaucoup plus haut niveau. Il va contenir juste l'exécution de quelques fonctions qui font beaucoup de travail, entre guillemets. Et entre deux, vous pourrez explorer un peu, valider le fait que ces fonctions de haut niveau font bien ce qu'elles sont censées faire. Ça va être un peu l'équivalent d'un main dans un programme classique. Et d'ailleurs, derrière, vous allez pouvoir, une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, prendre le code qui reste dans votre notebook, le mettre dans un main sous l'IDE et rajouter juste un test d'intégration qui valide que lorsqu'on exécute l'ensemble de ce code, ça ne plante pas et voilà, ça fait bien ce qui est attendu. En tout cas, juste ça ne plante pas. Là, peut-être, je ne sais pas, je ne vois pas la tête de beaucoup de personnes, mais peut-être que votre tête actuellement, elle ressemble à ça. Parce que vous vous dites, en fait, ce que je suis en train de raconter, c'est sympa, mais d'une part, vous l'avez déjà entendu, vous en avez déjà entendu parler de cette histoire d'essayer d'intégrer le code un peu complexe de votre notebook dans un IDE. Et en plus, en fait, là, dans tout ce que j'ai dit, ça ne répond pas à beaucoup des problématiques que j'ai évoquées dans la partie juste avant. Notamment, même allégé, notre code, notre notebook, qui contient tout de même du code qui n'est pas testé, du code qui est compliqué à refactorer, où il est compliqué de détecter des problèmes, et qu'il est compliqué, si on versionne, à suivre l'évolution. Donc, quid du coup de cette partie refactoring et versionning? Déjà, pour le versionning, il existe, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, une librairie qui s'appelle Jupytext. Jupytext, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va, quand vous allez créer un notebook et le sauvegarder, ça va créer juste à côté un script Python qui va contenir
juste le code de votre notebook. Donc, pas les sorties, pas les temps d'exécution, etc. Juste le code. Et donc, vous, si ce qui vous intéresse, c'est juste de versionner le code dans un but voilà, de versionner votre programme et pas forcément d'un but de présentation ou un but pédagogique, ben, vous pouvez juste donc versionner ce script Python et ignorer dans votre Gitignore le fichier IPNB. Et l'avantage de ça, c'est que ben, votre script Python, ça va être très facile de voir comment il évolue. Et ça traduira comment évolue votre notebook d'une version à une autre. Ok, donc ça c'est bien, ça répond à cette problématique de versionning, mais quid du refactoring, de l'analyse de votre code, du debugging, etc. Ben ça en fait c'est pareil, on peut toujours se baser sur Jupytext. Et ça en fait je vais vous montrer tout de suite avec une petite démo. Donc là, ici, ce que vous voyez à gauche, c'est un notebook classique. Et à droite, c'est le code du notebook dans un script Python, donc généré avec Jupytext. Donc c'est dans Notebook. Voilà, donc c'est les scripts que je vous avais montrés dans la capture d'écran tout à l'heure. Et ce qu'on voit, donc on a exactement le code du notebook et on voit directement s'il y a des soucis. Par exemple, s'il y a des imports qui ne sont pas utilisés, là, il y a beaucoup d'imports au début. En fait, il y en a certains qui ne servent pas. Ici, il y en a un. Donc, par exemple, avec votre IDE, là, je viens de faire un raccourci clavier qui a permis d'optimiser les imports et aussi d'optimiser toutes les problématiques dans le code, le non-respect des standards dans le code. Il reste quand même certains warnings, donc une partie sont peut-être légitimes, une autre partie vient en fait du fait que dans le notebook, on va chercher à afficher le contenu de certaines variables, donc des data frames, et que ça n'a pas forcément de sens dans un script Python. Après, on peut faire des choses bien plus compliquées, tout ce qu'on peut faire dans un script Python. Attendez, je vais refaire l'optimisation. Victor, excuse-moi, ce que tu as fait tout à l'heure sur l'import, ça a changé à gauche? Oui. Ça, je te l'aurais remontré après, mais du coup, là, si vous rechargez votre script, bon, alors là, il a rajouté tout en haut. Je n'avais pas vu qu'il y avait une cellule tout en haut qui était vide, c'est pour ça qu'il a rajouté tout en haut. Mais si vous rechargez votre notebook, vous allez conserver le même environnement d'exécution, c'est-à-dire toutes les variables que vous avez créées auparavant en exécutant votre notebook, elles seront toujours là. Mais par contre, le code aura été mis à jour et l'import que je viens de faire disparaître aura disparu. On peut faire aussi du coup d'autres modifications avec votre IDE, donc ça dépend bien sûr de votre IDE et de ce que vous avez à faire avec. Par exemple, si je veux déplacer cette fonction-là ailleurs que dans mon notebook, parce que ce n'est pas forcément utile de la conserver dans mon notebook, je peux le faire facilement et donc la déplacer donc dans domaine, dans modèle, dans modeling, model optimization par exemple. Donc là, elle a disparu. Et en fait, elle est maintenant importée tout au début. Donc je ne sais pas exactement où, mais elle est importée quelque part. Elle est importée là. Et donc là, si je recharge mon notebook, ben, je vois que la fonction, elle a disparu, elle se trouve ailleurs, elle est importée au début du notebook. Et si j'exécute cet import et que je lance ma fonction, ben, je vois que tout se passe bien et elle est bien capable de se lancer. Je peux aussi la refactorer. Par exemple, ici, bon, elle fait du tuning hyperparamètre, mais au début, il y a un paramètre qui permet aux gens de la lancer sans faire vraiment de tuning d'hyperparamètre. Je peux me dire, en fait, ça ne sert à rien. Bah, si je lance tune model, c'est vraiment que je vais optimiser mes hyperparamètres. Et donc, je peux, avec mon IDE, changer un peu ma fonction pour enlever ce comportement-là. Et avec mon IDE, je suis aussi capable de lui dire de l'enlever partout où elle utilisé cette fonction, d'enlever ce paramètre-là. Et donc là, si je recharge mon notebook, que je reviens
là où est appelée ma fonction, je vois que le paramètre false, il a disparu. Ici aussi, il va avoir disparu. Voilà, donc après, vous pouvez faire... donc là, même si vous faites un refactoring en dehors de votre notebook, ça va impacter votre notebook. Si vous faites un refactoring dans votre notebook, que vous modifiez le nom d'une variable, ça va le changer dans votre notebook. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à utiliser votre notebook pour faire de la visualisation, par exemple, analyser votre modèle, analyser vos données, mais par contre, utiliser ces scripts-là pour versionner votre notebook et faciliter tous les changements que vous pouvez vouloir faire dans votre notebook ou impacter les changements que vous faites à l'extérieur de votre notebook dans votre notebook. Donc, je ne dis pas qu'il faut toujours utiliser un IDE. Si ce que vous voulez faire juste, c'est explorer rapidement des données qu'on vient de vous envoyer, vous n'avez pas forcément besoin d'IDE. Vous pouvez juste prendre lancer un notebook Jupyter et analyser vos données avec. Mais dès que vous commencez à rentrer dans une phase dite de build, c'est-à-dire que vous allez vouloir construire vraiment un logiciel industrialisable, ou que votre code devient un peu complexe et que vous pouvez pouvoir le modifier de manière un peu plus simple et automatique, ben là, vous pouvez utiliser Jupytex pour créer ce script Python, l'intégrer dans votre IDE et, comme j'ai dit, donc exporter du code dans d'autres modules à côté de votre notebook. Et après, pareil, même si vous êtes en phase de run, ça peut toujours être intéressant d'avoir un notebook à côté de votre code pour faciliter le fait de, voilà, quand vous avez des problèmes en production, d'aller explorer qu'est-ce qui se passe lors de l'exécution du code de votre code de production et, voilà, et de comprendre ça plus facilement. Donc, voilà, moi, c'est une technique que j'utilise. Moi, je vous invite à essayer ou en tout cas à me donner des retours tout de suite ou vos idées tout de suite si vous en avez, ou n'hésitez pas à essayer cette technique et à me recontacter pour me dire ce que vous en pensez. Donc, je vois que Arturo a levé la main. N'hésitez pas, hein, les autres, à faire pareil. Donc, utilisez le petit bouton « Lever la main » dans votre interface Google Meet. Si vous avez des questions, des réactions, vous voulez partager comment vous faites de votre côté. Donc, Arturo. Oui, non, très intéressant, Victor. Là, je connaissais IntelliJ pour d'autres choses, mais pas pour de cette manière. Et je voulais savoir si par hasard tu avais exploré Visual Code. Parce que maintenant, on peut varier des notebooks aussi avec Visual Code. Et du coup. Yes. Alors, en fait, donc j'avoue que je n'ai pas essayé Visual Code. C'est un outil très à la mode. Après, je sais que maintenant, les IDE permettent. Il y a certains IDE. Donc, par exemple, si tu as IntelliJ IDE Ultimate, donc la version payante, tu peux ouvrir le notebook dans ton IDE. Après, souvent, il va quand même y avoir des problèmes avec les fonctions qui permettent de refactorer ton code, qui ne vont pas forcément bien fonctionner dans le notebook, en tout cas sur IntelliJ. Et aussi, donc, tu vas toujours avoir le problème du versionning, où tu vas avoir du mal à suivre les changements dans ton notebook. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut l'utiliser en IDE, et c'est vrai qu'il existe aussi VS Code. Moi, je suis de la vieille école, entre guillemets, je reste sur IntelliJ, mais je pourrais essayer éventuellement un moment. Ok. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Ah, donc il y a Julia qui... Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, j'ai désactivé mon micro avant de parler, donc c'était très intelligent. Donc, Julia a écrit « Je suis en train de tester Jupytext. Mon but est de pouvoir l'utiliser avec JupyterLab dans GCP. Ça marche pour l'instant, mais je veux comprendre comment automatiser le setup. » Et donc, elle précise que ce n'est pas vraiment une question, mais peut-être que tu as quand même un mot à dire, Victor. Déjà, en fait, que ce soit JupyterLab ou Jupyter Hub, normalement, ça fonctionne. Il faut juste que dans l'environnement dans lequel tu lances ton notebook, il y ait Jupytex qui soit installé. Et dans ton notebook, si tu vas dans File, si je ne dis pas de bêtises,
tu vas avoir un onglet Jupytext, et là, tu vas pouvoir cocher le fait de créer automatiquement ce script Python à côté de ton notebook. Donc là, voilà, il va vraiment se retrouver à côté de ton notebook, donc sur la machine GCP. Et après, bon, je ne sais pas exactement ce que tu veux faire, mais j'imagine que tu vas pouvoir faire des choses avec ça. Et donc, elle précise que ce n'est pas exactement pareil pour Jupyter Lab. Oui, oui, en effet, moi, je préfère JupyterUp. Je suis vraiment de la vieille école, mais oui, j'imagine que c'est un peu différent sur l'interface, mais bon, à mon avis, ils ont quand même dû prévoir ça. Merci. On a Vin qui a levé la main. Vas-y, Vin. Hello Victor. Question pour toi sur Jupytext. Est-ce que tu l'as testé ou c'était uniquement pour la démo? Oui, t'inquiète pas, j'ai testé Jupytext avant de l'utiliser. Excusez-moi pour le défilement. Donc, notamment chez Oui SNCF, sur un projet chez Oui SNCF, c'est là où j'ai commencé à utiliser Jupytext. Donc, d'abord, principalement pour cette... et c'est ça, je pense, le discours de Jupytext pour cette partie versionning. Et maintenant, je l'utilise aussi pour le fait de pouvoir refactorer aussi le code du notebook. Ok, merci Victor. Peut-être aussi, du coup, c'est l'occasion de dire que du coup, c'est ce qu'on pousse aussi dans les outils, dans Piloty qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, en fait, si vous setupez votre projet avec Piloty, en fait, vous aurez tout ça qui est déjà initialisé correctement. Donc, prêt à l'emploi. Pour rebondir, une fois que vous aurez initialisé votre projet, il y a juste un make notebook et ça vous démarre un Jupyter correctement configuré avec Jupytext, automatiquement. Alors ensuite, on a Soufiane donc, qui dit « J'ai du mal à voir comment tu accèdes à tes fichiers créés par Jupytext depuis un IDE si tu utilises une instance JupyterLab sur GCP. » Oui, alors moi j'avoue que j'ai pas pensé à ce cas d'utilisation-là, donc ça c'était Julia qui en parlait. Si le notebook Jupyter il se trouve à distance, ben ton Jupytext il va se trouver à distance. Bon, après c'est possible avec ton IDE de te connecter sur la machine distante. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais tu peux éventuellement faire ça. Ou alors, bon, tu peux essayer d'avoir éventuellement, moi, bon, j'avoue que c'est pas forcément le cas d'utilisation auquel je pensais. Parce qu'en effet, tu vas vouloir écrire ton code sur Jupyter, donc Jupyter Lab, donc sur GCP. Et, par contre, faire le refactoring depuis ton IDE chez toi. Donc, soit il faut que ton IDE se connecte sur la machine distante, soit il faut que tu fasses le refactoring chez toi, éventuellement que tu puisses lancer ton notebook chez toi, et qu'après tu déploies ton notebook que tu as refactoré ou autre sur ton ordinateur vers la machine distante. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Vin qui a relevé la main, je crois. Tu as relevé la main, Vin, ou c'était que tu l'as pas baissé? Non, j'ai oublié de la baisser. D'accord. Moi, si je peux apporter un complément personnel, en tout cas, effectivement, on a pas mal éprouvé cette solution-là en équipe, et c'est vraiment bien. Enfin, ça change beaucoup la maintenabilité du notebook, de travailler avec Jupytext, ça nous a changé la vie. C'était vraiment la pièce manquante, en fait, sur l'articulation entre notebook et IDE, et en tout cas, on a trouvé un rythme qui nous convient bien par rapport à ça. Et également, c'est uniquement depuis qu'on l'utilise qu'on est capable de faire des pull requests ou de valider des pull ou merge requests qui contiendraient du code dans les notebooks. Ne serait-ce que pour le guide diff qui devient lisible. Je rajoute un petit truc à ma démo au passage. Si vous rajoutez, donc l'exemple que je faisais tout à l'heure avec une typo, donc si vous rajoutez une variable qui n'existe pas dans votre notebook, que vous le sauvegardez, donc tada, normalement, voilà, elle va apparaître ici. Là, il va vous dire, il y a cette variable Toto qui n'existe pas. Donc, par exemple, si vous avez fait ce que je présentais tout à l'heure, le fait d'appeler une variable
avant son installation, plutôt que son installation, bah, vous allez le voir facilement dans votre notebook et donc dans votre IDE, et donc pouvoir le corriger avant de committer votre notebook. Aussi, je sais pas si j'ai cru voir une question, mais je sais pas. Après, j'allais juste rajouter un autre point. Bon, je vais le rajouter tout de suite, après on verra la question. Oui, du coup, comme je disais, donc là, votre notebook, il contient quand même du code. Ça peut être un peu l'équivalent du mail. Bon, ça dépend à quel point vous avez extrait du code de bas niveau. Et après, si vous voulez, bon, on peut le faire ou pas suivant l'intérêt. Ben, ce code, ce script Python, si vous voulez vérifier, valider automatiquement qu'il n'y a pas d'erreur, comme l'erreur que je viens de montrer tout à l'heure, ben, vous pouvez l'exécuter en fait. Donc, bon, ça dépend après s'il est exécutable, si les données se trouvent vraiment juste à côté. Mais si vous voulez pouvoir tester automatiquement que votre notebook est correct, vous pouvez vous arranger pour écrire des données correspondant à ce qui est lu dans votre notebook à l'endroit où c'est lu, et lancer ce script, et ça va vous valider que votre notebook est correct. Donc, Jérémy pose une question également. Pour savoir si tu commits juste le fichier .py, ou bien est-ce que tu commits aussi le notebook? Je me dis peut-être tu pourrais montrer l'arborescence. Ouais. Donc là, c'est ce qui est là. Donc là, mon IDE, il me surligne en vert ce qui n'est pas les fichiers qui sont ignorés. Donc là, vous voyez, les IPNB, ils sont ignorés par Git, je veux dire. Et c'est seulement les fichiers .py qui sont versionnés. Moi, généralement, là, si ce notebook, ça correspond, il mimique un peu le code que vous allez exécuter en production, que vous en servez pour analyser l'effet de ce code-là, bah, c'est ce que je vous conseille de faire. Après, si votre notebook, il vous sert dans un but pédagogique, de présenter les résultats, des résultats que vous avez, ben, dans ce cas-là, vous pouvez, ce que vous voulez, c'est plutôt versionner le IPNB. Donc moi, par exemple, ben, j'écris certains articles où ben, j'utilise le notebook pour présenter un peu comment j'ai pu faire les tests que je présente dans l'article. Et ben, du coup, forcément, je versionne le IPNB, mais je peux aussi utiliser Jupytex pour avoir un PY que je vais pouvoir refactorer simplement. Jérémy, ça répondait à la question? J'imagine que ça... Yes, super. Est-ce que parmi vous, d'autres ont des questions? Donc, j'imagine que pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup. Bah, Victor, je te laisse peut-être conclure déjà pour... Oui, après moi du coup, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Je vais pas vous faire redéfiler toutes les slides, mais en tout cas, voilà, pour moi les notebooks ça sert quand même beaucoup, notamment dans le monde de la data. C'est quand même, bah, ça serait quand même beaucoup plus compliqué de faire sans pour moi. Après, je sais pas si c'est le cas pour vous. Et donc voilà, moi cette technique-là, ça me permet vraiment d'utiliser les notebooks sans en limitant tous les problèmes qu'ils peuvent poser. Et donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, je vous encourage à essayer et à me dire si ça fonctionne bien pour vous, ou à me donner par exemple des cas d'utilisation comme Julia tout à l'heure, où ben, ça peut être plus compliqué en effet. Et après, je sais pas, je vois d'autres messages, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et sinon, après, je pense, si vous avez aussi des questions sur Pilotic, qu'a présenté Sylvain tout à l'heure, aussi, ça peut être le moment. Sur Piloty, par exemple, tu t'en sers comment? Enfin, c'est dans le but de l'utiliser avec des Docker Image ou plutôt en mode j'ai envie de faire un package, ensuite je vais mettre sur GitHub et n'importe qui peut ou GitLab et ensuite n'importe qui peut télécharger ma librairie ou c'est dans quel but que tu l'as construit et comment? Je peux prendre la question. Ouais, vas-y, Sylvain. L'idée, en fait, pour nous, c'était vraiment de pouvoir bootstrapper des projets de data science en interne chez nous, initialement. Hein. C'est pour ça qu'on l'avait construit. Si d'autres peuvent l'utiliser, pareil, pour leur projet, c'est très bien.
L'idée, c'est pour l'instant au niveau du build, il n'y a rien de configuré pour pousser dans PyPy ou pousser une librairie. Piloti ne le fournit pas pour l'instant. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir aller faire un projet, avoir son arborescence, builder son projet en local, packager le tout dans des images Docker. Ça y est, ce qu'il faut un script. Oui, je crois qu'ils sont été inclus, ça y est, les scripts pour packager en Docker et pouvoir versionner son code dans Git. Et le tout, faire tout ça en travaillant en équipe. Donc en fait, avec une notion vraiment de partage de code, de partage d'informations. Notamment, un des trucs qui nous posait beaucoup de problèmes là-dedans, c'était les arborescences de données. Quand on avait un dataset, c'est hey, tu peux me passer, mon copain, tu peux me passer le dataset que tu as utilisé, dans quelle arborescence je dois le mettre, etc. Ça, c'est très, très embêtant. L'idée, là, ça va être de normaliser vraiment toutes les arborescences de données, par exemple, et de dire, quand je push mon notebook, j'ai une autre personne de l'équipe qui peut venir exécuter le notebook s'il a téléchargé les données depuis le bucket AWS, par exemple. Ça fonctionne. Il n'y a même pas à se poser la question de où est-ce qu'il a mis les données, elles sont arrivées au bon endroit. C'est vraiment l'objectif qu'il y a derrière. Mais l'objectif n'est pas, par rapport à ce que tu as posé comme question, pour l'instant, d'aller jusqu'à la publication d'une lib sur un PyPy. Peut-être que ça viendra, aujourd'hui, ça le fait. Ok. Non, j'ai dit ça parce que des fois, on buy même jusqu'à la prod. Par exemple, ça peut être une librairie d'un API. On la pose sur Git et ensuite, il y a un sort de Gmail qui les branche à Heroku, Google Cloud Platform ou AWS. J'entends très bien. Aujourd'hui, on n'a juste pas été jusqu'au parti pur déploiement, mais vraiment jusqu'au packaging sous forme d'image Docker pour de l'applicatif, pas pour de la lib. Ok, très bien. Merci, Sylvain. Si je peux rajouter quelque chose, le but, c'est vraiment de faire un projet open source. Donc, vous pouvez voir, vous avez le code de tout ce qu'on a fait, mais aussi, c'est ouvert à contribution. Si vous avez des idées d'amélioration qu'on pourrait faire, vous pouvez nous les proposer. Donc, soit l'idée, comme tu viens de faire, soit directement de faire une pull request. Et je compléterai en disant que contribution ne veut pas forcément dire devoir développer du code. Ne serait-ce que nous faire un feedback, c'est déjà de la contribution. C'est déjà quelque chose qui nous intéresse d'avoir du feedback, d'avoir des idées de choses qui intéressent les gens dans les features qui pourraient être ajoutées par la suite. C'est aussi de la contribution. N'hésitez pas. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il est temps de vous remercier tous, tous d'avoir participé, d'avoir assisté à ces présentations. Merci aussi pour vos questions et vos retours. Merci donc à Alexandre, Victor et Sylvain pour les présentations et tout le temps qui a été nécessaire pour préparer ces présentations. Pour le mot de la fin, si vous souhaitez être bêta-testeur de Piloti, vous êtes vraiment les bienvenus. Ça serait avec plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous sur ça ou sur tout autre sujet qui vous viendra. Donc, merci à tous et à la prochaine pour une prochaine Equinote. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci.